Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. Merci de regarder Global Africa Télé Sud. Vous le savez, Panel Hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses et décryptages sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Rudy Kazi-Matsika. Bonjour Rudy. Bonjour cher Francis. Merci de revenir à ce plateau. On vous a reçu il y a quelques semaines. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir de nouveau. Vous êtes élu municipal, délégué général de l'Association des élus de France. Nous sommes également en compagnie de Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique, chroniqueur historique de cette émission. Bonjour. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Maître Jean-Paul Benoît, autre chroniqueur historique. Historique, j'en sais rien. Oui. Jean-Paul Benoît, à tous. avocat, député européen honoraire, ancien haut fonctionnaire. Et Alfred Changolo-Koko, chroniqueur historique également, inamovible même, je dirais. N'est-ce pas? Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. Merci d'être là. 3 sujets au sommet de cette édition. Nous parlerons de l'actualité en France avec un gouvernement très provisoire. Élection présidentielle également, en Tunisie, un scrutin sans enjeu. Et présidentielle également, présidentielle américaine. Le compte à rebours a commencé aux États-Unis. Voilà donc pour le sommaire. En France, un gouvernement provisoire donc. Alors, on pourrait résumer les choses ainsi. Macron perd les élections législatives, parvient à mettre en place un gouvernement dirigé par un Premier ministre issu du parti le plus minoritaire de l'Assemblée. Résultat, un gouvernement qui va poursuivre la politique de Macron, avec l'aval du Rassemblement national, à qui Macron avait appelé à barrer la route au second tour des législatives. Alors, Rudy Kazi, il faut prendre de l'aspirine pour comprendre tout ça, pour suivre. De la vitamine. De la vitamine. Et de l'aspirine aussi. Si vous avez besoin d'aspirine, je ne peux que vous le recommander. Moi, j'en sais rien. Écoutez, c'est une situation assez inédite, il faut le reconnaître. Dans un contexte politique qui a été défavorable, je pense premièrement à tous les partis, en partant évidemment de cette victoire qui n'était pas véritablement inattendue du Rassemblement national à l'élection, aux élections européennes. Et puis s'ensuit cette dissolution qui, un petit peu comme au cours d'une élection normale, après une présidentielle, donne une espèce d'élan vers un fait majoritaire éventuel à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, c'était une grossière erreur que le président de la République avait commise en dissolvant l'Assemblée. Et puis, malheureusement, la situation s'est exacerbée avec ce premier tour et ce deuxième tour qui, effectivement, a finalement achevé de casser cette ambiance déjà à l'Assemblée nationale qui ne prenait pas forcément la bonne direction, avec déjà autant de la majorité, la précédente majorité présidentielle, une majorité relative, et puis là en fait quasiment une absence de majorité si on prend parti par parti, sans parler des coalitions, etc. Donc, moi, je n'étais pas particulièrement satisfait d'une espèce de, comment ils avaient appelé ça, une cohabitation, enfin, je sais, cohabitation, une colocation même. Voilà, moi, j'en étais pas particulièrement enthousiaste dans la mesure où. Qu'est-ce que vous aurez souhaité Moi, j'aurais souhaité que la droite n'entre pas dans ce gouvernement. Maintenant, à la faveur de tout ce qui s'est passé, à la faveur des tractations a priori qui ont été menées avec le camp présidentiel, moi je ne me reconnaîtrai jamais du macroniste, même si en tant qu'association d'élus, j'ai des bons contacts sur le plan humain avec à peu près tout le monde, mais au niveau des convictions personnelles, moi je ne me réclame pas du macroniste. Maintenant, est-ce un cadeau empoisonné que Michel Barnier arrive à Matignon, ou est-ce que ça va permettre un élan, je dirais, à marche renforcée pour une droite qui a besoin aussi de retrouver sa vitalité d'antan, etc., de se conformer aussi aux désirs exprimés par les Français, qu'ils soient du centre, de la gauche, de la droite notamment. Encore faut-il qu'il y ait une cohésion au sein de cette équipe. Justement, qui est quand même faite de personnalités pas forcément compatibles. La marche, en fait, est devant. Enfin, le chemin est ouvert. Maintenant, comment est-ce que cette droite, au sein de ce gouvernement, va pouvoir travailler pour pouvoir tirer son épingle du jeu? Je pense que pour à peu près tous les partis, l'objectif, c'est 2027.
que ce soit pour la droite, que ce soit pour En Marche, que Oui. ce soit pour la gauche, C'est une etc. autre histoire. Et chacun s'attaquera les uns les autres, soit en fonction du bilan qui peut-être retombera dans l'escarcelle de la droite, du bilan macroniste, soit éventuellement peut-être de quelques bons résultats D'accord. qui permettra de Jean-Paul maintenir Benoît. au moins le fonctionnement des institutions, parce qu'avec un budget qui n'est pas encore voté, c'est toutes ces questions qui sont à l'ordre. Alors, résultat, on a un gouvernement sous haute surveillance du Rassemblement national. Ce Rassemblement national à qui Macron, la droite et la gauche, tous confondus, avaient appelé à barrer la route du pouvoir lors de ces législatives. Oui, c'est d'abord une situation inédite, tout le monde l'a dit, je ne vais pas le redire, mais je le redis quand même, Oui. puisque aucune coalition n'a la majorité absolue. Donc ça complique la vie parlementaire. Alors c'est d'abord un gouvernement pléthorique avec toute une série de gens que les Français ne connaissent pas. Est-ce qu'il est provisoire? Moi, je n'en sais rien. Parce qu'il faut se poser la question, qui a intérêt à ce que le gouvernement termine sa course assez vite? Barnier, sûrement pas. LR, non plus. Et Marine Le Pen essaie de calculer ses coûts en fonction de son propre intérêt politique, à savoir reconstituer son rassemblement. Mais qui avait intérêt à ce gouvernement aussi. Son rassemblement national. Et choisir sur quel thème elle peut voter une motion de censure. Et il faut quand même dire que le RN votera sans doute une motion de censure qui peut être déposée par le nouveau Front populaire ou LFI, alors qu'LFI ne votera pas une motion de censure qui va être déposée par Marine Le Pen. Donc on est dans une espèce d'improvisation permanente avec un gouvernement, on a bien vu les premiers couacs qui se sont produits dans ce gouvernement. Le ministre de l'économie. Alors, il y a eu une scène absolument extraordinaire quand M. Le Maire, champion des déficits, a passé ses pouvoirs au nouveau ministre de l'économie. Chacun a dit, mais c'est une situation extraordinaire, ils sont brillants, ils ont parfaitement géré. Et le lendemain, le président de la Cour des comptes expliquait que la situation était très grave. Il a dit d'ailleurs, je ne fais pas de politique, mais la situation est très grave. Et le ministre du Budget, qui lui est rattaché à Matignon, et qui n'est pas rattaché au ministre de l'Économie, a dit aussi que la situation était très très grave. Donc le problème de ce gouvernement, c'est d'abord le budget. Et comment réduire le déficit? Parce que c'est ça le problème majeur, vis-à-vis des agences de notation, vis-à-vis des marchés et vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'on a obtenu un petit sursis pour déposer notre plan pour réduire la dette. Et on a vu qu'on est passé de 5, 5,2, 5,6, maintenant on est à 6 du PIB. Quel est le rôle du président Macron dans ce contexte? Le rôle du président Macron, il est en train d'essayer de savoir quel peut être son rôle, parce que à la fois il a pesé sur la constitution de ce gouvernement, mais Barnier a quand même imposé ses gens, et on arrive à cette extravagance que le parti qui a le moins de députés au Parlement, qui avec une présidentielle où elle a fait 3% ou 4%, les Républicains, est chef du gouvernement, et on recycle un certain nombre de macronistes. Donc c'est une situation inédite et ubuesque d'une certaine manière. Et je ne vois pas une grande voix politique qui peut prendre le pays à bras-le-corps, comme on a pu le faire à un moment donné le général de Gaulle. Mitterrand l'a fait aussi, et dans des circonstances différentes. Vous invoquez d'illustres personnages, là, c'est clair qu'il n'y a pas de. Mais il n'y a pas d'illustres personnages. Il y a des gens qui essaient de s'illustrer, mais il n'y a pas d'illustres personnages. Alors Macron, en plus, moi j'ai trouvé, comme ancien député européen, que la manière dont on a exfiltré notre commissaire européen pour le remplacer par séjourner à la demande de la présidente de la Commission, c'est les États qui choisissent les commissaires, et ensuite c'est le Parlement européen qui doit se prononcer à la fois sur la Commission globalement et au cas par cas. Et là, on a mis pour défendre... Voilà, c'est un autre sujet. Ah oui, mais tout est dit. C'est un climat général, vous avez raison. C'est un climat général de désordre et de renoncement. Oui. Guy Debal. Écoutez, la situation est tellement grave... Où est-ce que vous en êtes, vous qui prédisez souvent des situations inattendues? J'y viendrai. Oui. La situation est tellement grave qu'il ne faut pas faire preuve de pudeur. C'est un gouvernement des perdants
pour les perdants au service d'une petite minorité privilégiée. Et c'est un scandale démocratique. D'ailleurs, quand vous lisez la presse étrangère, parce que quand vous lisez la presse française, ils reprennent le narratif macronien, les éléments de langage, etc. Mais quand vous lisez la presse étrangère, le résumé, c'est un scandale démocratique. Et j'y viens donc à la question que vous me posez à l'instant. Je pense qu'au mois de mars, nous retournerons aux urnes, mais pour des présidentielles. Ce n'est absolument pas tenable. Les comptes de la sécurité sociale, je pense que Macron n'aura pas d'autre choix que de démissionner. Je vous le dis, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, nous verrons. Le budget, nous verrons s'il sera voté. Je pense qu'il sera doté par 49-3. Là, on a Guy Nostradamus, hein, ou Madame Soleil. Vous savez, faire de l'analyse politique, il ne faut pas prendre à la légère quand même cette prédiction, parce que et je le dis sérieusement, elles se sont réalisées en d'autres temps. C'est aussi décrypter les enjeux. Et les enjeux, ils sont très simples. Les enjeux, notamment du Rassemblement national. Oui, non, mais Macron démissionne. Oui, alors l'année prochaine. Mais le Rassemblement national devait gagner les élections. Macron pensait qu'il allait lui-même les gagner. Et puis finalement, on a cette situation que personne n'avait prévue. Il ne pensait pas qu'il allait les gagner. Il faut aussi prendre le pouls. Non, mais il faut aussi prendre le pouls. Qu'est-ce que nous annonce le gouvernement? Jamais arrivé. Ah oui, mais rien n'oblige M. Macron à démissionner. Rien ne l'oblige à démissionner. Est-ce que c'est déjà à démissionner? Non, mais alors rien ne l'oblige à démissionner aujourd'hui, mais la situation politique telle qu'elle sera dans quelques mois, il n'est pas sûr de pouvoir faire passer le budget. Il annonce déjà. Alors on retiendra dans cette émission. Si le budget va passer. En fait, le budget peut passer même sans vote dans la mesure où. Bien sûr. Si le budget n'est pas voté le 1er octobre, c'est le budget de l'année prochaine, l'année dernière, qui sera voté. Donc si je peux juste finir. C'est un élément complémentaire, ne le prenez pas mal. Vous êtes un peu trop chaud, vous êtes un peu trop bouillant. Non, c'est peut-être la cravate rouge. Vous avez parlé pendant 4 minutes. C'est peut-être la cravate rouge. Si je peux avoir 30 secondes, la cravate rouge. Je sais que vous êtes un peu déçu, mais ne soyez pas désagréable. Pourquoi est-ce qu'on serait déçu? Oui, non, mais. Vous avez vraiment des jugements à l'emporte-pièce. Pourquoi on serait déçu? Votre parti, votre gouvernement, c'est pas ce que vous souhaitez. J'imagine que vous êtes déçu. Ou alors vous n'êtes pas cohérent. Ah, mais je crois qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris, vous l'expliquez. Il aurait souhaité que son parti. Ce que je veux dire, c'est que. Non, justement, j'aurais aimé que, mais on est là, c'est tant mieux pour préparer 2027. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes quand même membre du parti le plus minoritaire. Je crois qu'il n'a pas bien compris, vous l'avez mieux compris. Oui, non, mais c'est pas grave. Écoutez, en tout cas, dans ce contexte politique, dans cette mare politique, j'ai envie de dire, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tous les acteurs politiques majeurs ont des enjeux. Et l'acteur politique majeur de la scène politique telle qu'elle est aujourd'hui, il faut le dire, c'est Marine Le Pen. Et je repose la question que je vous avais déjà posée il y a quelques semaines et je la repose aujourd'hui. Oui. Jusqu'à quel point Marine Le Pen va accepter de servir de béquille, même si aujourd'hui on a plutôt l'impression qu'elle a la laisse. Elle a le beau rôle là pour l'instant quand même. Non, elle n'a pas le beau rôle. Elle ne se plaint pas du tout. Non mais c'est tout sauf une béquille en fait. Michel Barnier. Oui, c'est ça. Oui. Non mais Michel Barnier il joue quasiment les juges de paix. C'est déplorable. Michel Barnier est là pour mener une politique. Il va faire des choix forts qu'il commence déjà à annoncer. Il prépare l'opinion en disant que la France est en déficit, etc. Est-ce que vous pensez que quand Michel Barnier va commencer par couper dans les dépenses, notamment des services publics, l'électorat de Marine Le Pen, qui est quand même l'électorat le plus énervé, c'est comme ça qu'on le dit. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va continuer de soutenir un gouvernement qui mène une politique? Les plus énervés pour l'instant, c'est la gauche quand même qui a gagné le plus grand nombre de sièges et qui n'est pas au gouvernement. Qui sont énervés. Je vous en prie, mon cher Guy. Marine Le Pen est très calme. Alfred, vous avez écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'allais vous poser une question, Alfred, parce que vous avez soulevé la question ici il y a quelques semaines. Alors, aux prochaines élections, il ne faudrait pas s'étonner que les Français manifestent encore plus de défiance à l'égard de cette classe politique. Est-ce qu'on peut dire que la crise démocratique est consommée en ce moment en France? Je ne pense pas que la crise démocratique soit consommée. Je voudrais dire par là que si on refaisait l'histoire des élections et des perdants, ce n'est pas le premier ministre qui se retrouve à la tête d'un gouvernement minoritaire. Rocard l'avait été. Pas dans ces proportions. Non, mais c'est la minorité. Toute proportion gardée. Voilà, exactement. Donc, il était minoritaire. On l'a vu Borne. Et le dernier qui vient de partir, pareil. Donc, le gouvernement qui est constitué actuellement
l'a été par pragmatisme. D'accord. Tous ceux qui ont accepté d'y entrer l'ont fait par Elle ne pragmatisme. reflète pas du tout la voix des urnes. Par pragmatisme. Là, mais Ou opportunisme. C'est pas la même là, chose, Alfred. on est tout à fait d'accord que ce n'est pas ce résultat-là qui est sorti des urnes. D'accord. Mais il y a une leçon que ceux qui ont accepté d'être dans ce gouvernement ont saisie. Si les Français avaient voulu réellement, autour du second tour de l'élection législative, placer une force véritablement en tête et en lui donnant la majorité absolue à l'Assemblée nationale, les Français l'auraient fait. Oui. Ils ne l'ont pas fait et donc ils appellent les acteurs politiques actuels, les partis politiques qu'ils ont envoyés à l'Assemblée nationale à trouver des compromis pour pouvoir travailler ensemble. Il y a une logique institutionnelle, Alfred. Mais la logique Celui institutionnelle qui arrive devant forme le gouvernement. On ne va pas refaire Dominique de Villepin le dit, Jean-Louis Debré le dit, ce il sont a des dit personnages lui-même, éminents et ils savent de quoi ils il n'est pas parlent. le maître en... voilà. Alfred, c'est la logique traditionnelle. Mais il y a C'est deux des choses. personnalités Il y a isolées. deux, exactement. Ce qui Il y a- se passe aujourd'hui est absolument inédit. Non, mais il y a deux choses. La Il méthode y a deux choses qu'il républicaine, faut... c'était de tester Mme Castet. De purger. Oui, cette bien option. sûr. d'accord, mais tout ça a été dit, on ne va pas revenir Si là-dessus. Mme si, Castet ce a que été je voudrais envoyée dire, c'est ceci. pour Matignon, C'est c'est ceci. qu'on ne croyait pas en elle. Sinon, Mélenchon, Absolument, etc., tout à allez, fait. évidemment. Non, mais bien sûr. Non, mais C'est une supercherie. Bah, il fallait absolument. tester. Les trois candidates fallait tester. que Avec ça passerait le pas. nouveau Front Ça populaire passait avait pas, très présenté, bien. c'était de la fumisterie tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas... Mais là, vous faites un procès d'intention. alors. Ah non, mais, Non, bah, mais de on toute est dans le façon, narratif de macronien toute le façon, plus Une femme non, qui n'a jamais fait de mais pas politique, du- pas etc. du tout, pas Mais du si. tout. Vous faites des procès la d'intention. réalité est là. Il fallait S'ils suivre avaient simplement voulu- la voie Il y traditionnelle. aurait eu Glucksmann. Glucksmann aurait très bien pu faire Oui, l'unanimité, d'accord, un mais peu modéré, vous etc. n'avez pas- Ils l'ont même pas choisi. Vous n'avez pas C'est dicté pas vous qui choisissez, au c'est nouveau pas Front ça, populaire la ce logique qu'il des a instances. fait. Je dis que le Même- choix qui a été même- fait est un mauvais choix en parce plus, qu'il savait vous êtes qu'en de- tant que Non, mais- Castet en tant que tel serait rejeté par Non, mais- Macron. Pourquoi ce n'est pas Mélenchon qui Non, mais est attendez, vous allé n'allez pas vous Rudy, transformer en arbitre des élégances Rudy, du nouveau vous Front êtes- populaire. vous êtes de Soit droite, vous demandez à ce vous qu'on fasse choisir Francis, le leader soit vous quand on demandez à ce passe. qu'on fasse des analyses et on le fait, que vous soyez d'accord ou pas, c'est une chose. Non, mais Et je- nous nous demandez pas de ne pas faire d'analyse. Non, mais j'essaie de vous faire parler, c'est tout. Non, mais- Alors, il Vous y a- n'en avez pas besoin. Il ne faut pas confondre la réalité politique et la réalité constitutionnelle. Si Macron avait voulu nommer quelqu'un d'autre en dehors en se disant, bien voilà, il y a aucune majorité, aucun parti, aucun regroupement n'est majoritaire au Parlement, je nomme quelqu'un d'autre Premier ministre, la Constitution lui donnait ce droit-là. Mais si on veut tenir compte évidemment de la réalité politique, à ce moment-là, on aurait pu dire, oui, il prend un candidat du parti, la coalition qui était arrivée. C'est la en logique tête. institutionnelle. Or, mais même en admettant que il ait accepté Castet, elle allait durer combien de temps, Mais Castet? c'est pas la question. C'est ça. Même si ça durait Alors, une journée, ce n'est pas on aurait Alors, suivi. Mais justement, si ça devient- On aurait suivi le processus ordinaire et normal. mais Mais non, oui. mais Si ça ça nous devient aurait une amené- question, Oui. pardon Alfred, juste pour peut-être je étayer dirais un un petit peu mot. vos propos, ça devient quand même quelque chose d'important. Le fait de présenter un gouvernement qui ne sera pas renversé. Aujourd'hui, la question, c'est pas d'avoir la majorité. Aujourd'hui, la question, c'est d'avoir un gouvernement qui ne sera pas renversé par une majorité contre lui. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais si, d'ailleurs, en plus, si face aux impératifs de voter le Je ne budget. sais pas qu'on était dans un état d'exception. Et quand on parle de voter le budget, il y a aussi la question de la sécurité sociale, etc. C'est éminemment important. Moi, non, mais on ne va pas faire dans la langue de bois. Non, mais c'est- Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je vous dis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas particulièrement enthousiaste à l'idée que les LR aient rejoint ce gouvernement. Mais dans la mesure où il faut sauver le fonctionnement des institutions, et je rappelle que le président est le garant de la continuité des institutions, je le dis à côté d'un constitutionnaliste et aussi chevronné. Donc Moi, je vous dis prenez que, acte. pour le moment, oui, mais- sauver la situation pour garantir le fonctionnement des institutions, et puis revenir à des affaires plus Sauver politiques, la situation. pour revenir ensuite à des affaires mais- plus politiques qui permettront à votre gauche, extrême gauche, enfin quoi qu'on ne sait pas si vous êtes de gauche ou de droite ou d'extrême droite, Non, on mais sait c'est pas rien. désagréable. Mais Avancer des arguments politiques pour et aller je vous dans votre répondrai. sens, pour aller dans votre sens, Avancer des arguments politiques et je vous répondrai. pour aller dans votre sens, pour revenir ensuite à un jeu plus politique où évidemment chacun va essayer de dominer les uns et les autres. Mais pour le moment, il faut sauver ce qui reste et ensuite on va revenir, si vous voulez, à des pouvoirs d'emploi, même si c'est ce qui Non, vous mais intéresse. écoutez, alors, juste, je réponds prenez à- acte, je vous réponds prenez juste acte en deux mots. de la Je voudrais dire un mot. Écoutez, moi, enfin,
Parce qu'il y a la course pour 2027. Soyez à la hauteur de la situation. Je dis vous, parce que vous assumez d'être de droite et vous assumez finalement le choix de gauche, vous je suis analyste politique, je suis neutre. Et j'ai des opinions politiques que je n'exprime pas. Si, bien sûr. Mais, allez-y. Enfin, c'est qui a la parole? Oui, soyons à la hauteur de la situation. Nous sommes dans une situation démocratique que nous n'avons jamais connue. Nous sommes la risée du monde entier. Sous la Ve République. Faut pas exagérer. Que nous n'avons jamais connu, c'est-à-dire un président qui considère que le résultat des élections ne s'impose pas à lui. Nous n'avons jamais connu cette situation. Un président qui considère qu'il peut interpréter les élections, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. À situation politique exceptionnelle, inédite, une réponse politique aussi inédite. Écoutez, il y a les lois et l'esprit des lois. Mais non, la loi c'est la loi, l'esprit c'est votre interprétation. Oui, bien sûr. Quand Mitterrand, par exemple, opte pour la cohabitation, c'est écrit dans la Constitution. C'est la dictature des minorités, c'est ça? C'est Mitterrand que vous faites au gouvernement, vous faites sur le plateau. C'est Mitterrand qui initialise la cohabitation pour pouvoir sauver sa place au pouvoir. Sinon, il aurait pu démissionner comme De Gaulle l'avait fait. Donc, ne parlez pas de la Constitution. La Constitution n'oblige pas la cohabitation. Il y a eu la cohabitation parce que c'était le parti majoritaire qui a envoyé un Premier ministre. D'accord, mais il aurait pu démissionner comme le général de Gaulle. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait rester au pouvoir. Et c'est ce qui lui a permis d'être le président de la Ve République qui a fait 2 fois un septennat. C'est tout. Là, c'est juste une question de sauver sa position. Mais l'esprit de la loi... Paul Benoît, c'est à vous de conclure ce sujet. Non, moi je trouve qu'il faut lire les institutions et lire la situation politique. Les institutions donnent au président de la République le rôle d'arbitre et de garant du bon fonctionnement des institutions et de la République. Et il y a des élections législatives. Donc, à côté du président de la République ou face au président de la République, il y a un Parlement. À partir du moment où la majorité du Parlement n'est pas celle qui a élu le président de la République, on revient à un fonctionnement parlementaire. Puisque cette Constitution française est à la fois mi-présidentielle, mi-parlementaire. Et elle a toujours été interprétée dans un sens présidentialiste. Sauf les cohabitations de Mitterrand et de Chirac. Oui. Mais qui étaient des cohabitations, je dirais, claires, puisqu'il y avait un parti qui avait la majorité absolue, qui n'était pas la même que celle qui avait élu le président. Donc je trouve que pour apaiser la situation, sans prendre position politiquement, le président aurait dû faire une lecture stricte des institutions, en disant la pratique républicaine, c'est que quand un parti a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, on lui confie le rôle. Il aurait pu le rôle... Un parti, vous dites? Quel parti? De former le gouvernement. Non, mais quel parti? Il n'y a pas de parti. C'est une coalition. Le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national, malheureusement. Ils avaient une étiquette, mais la coalition, ce n'est pas un parti. Parce qu'ensemble, c'est un parti. C'est justement ce qu'il vous dit. Parler d'ensemble. Laissez terminer Jean-Paul Benoît, s'il vous plaît. On fait une lecture apaisée de la Constitution. On dit, voilà, il y a une coalition qui arrive en tête, c'est le nouveau Front populaire. Là, du coup, vous changez votre propos. Je charge le nouveau Front populaire de constituer un gouvernement au nouveau Front populaire, de savoir négocier ou pas, ou de dire ce qu'il a fait. Mon programme... Et ensuite, un gouvernement qui ensuite se fait renverser et toutes les échéances qu'on doit tenir d'ici à la fin de l'année, on ne peut pas les tenir. Enfin, je veux dire, il faut un peu... Parler de prospective tout à l'heure, il faut un peu de cohérence. À situation politique, par exemple, comment on fait si on n'a pas de gouvernement. À situation politique exceptionnelle, il y a aussi une réponse exceptionnelle. On sort du formalisme. Si on s'en tient au formalisme... il faut une lecture formelle et parlementaire, etc. Ce formalisme nous aurait conduit. En tout cas, Alfred, vous n'avez pas l'air très mécontent finalement de la situation. Non, pas vraiment. Je l'ai constaté depuis quelques semaines. Je pense qu'il a une interprétation très constitutionnaliste des choses. Oui, mais moi j'espère effectivement que ce gouvernement tiendra le cap. Attendons son discours le 1er octobre, voilà, de politique générale et de présentation du budget. On verra ce qui va se passer à ce moment-là. S'il y a de coupes claires qui vont mettre les gens dans la rue, ou de coupes sombres qui permettraient justement de faire passer la pilule et puis de permettre que les institutions fonctionnent, attendons voir. Donc on a d'un côté avec Alfred une forme de légalisme apaisé, et là une colère, une indignation à peine. Une indignation démocratique tout simplement, parce que la France est un grand pays démocratique. Et moi je suis attaché au respect de l'esprit des institutions, effectivement. Donc, mais nous tous. Plus à l'esprit qu'aux institutions. Je sais pas. Nous tous. Il a
attaché à l'esprit, mais il n'est pas attaché aux institutions. À droite, on a une lecture un peu... on se croirait un peu dans les pieds des régimes africains. À partir du moment où on se dit attaché à l'esprit des institutions, c'est-à-dire qu'on s'autorise toutes les interprétations. Vous avez l'air quand même bien heureux. Non, mais on va voir ce que fait ce gouvernement. Moi, je ne condamne pas à l'avance. Alors, je vous propose de changer de pays, comme ça va peut-être apaiser un peu, non? C'est pas sûr, d'ailleurs. C'est pas sûr. Toutes les démocraties européennes, et j'ai vécu au Parlement européen, toutes les démocraties européennes sont des démocraties où on négocie au sein du Parlement. Mais c'est pas la tradition en France. C'est pas la tradition en France. Le monde évolue. On va la prendre en marchant, je suis d'accord. Exactement, n'est-ce pas? Si les institutions... C'est pourquoi En Marche permet justement que... le président est l'arbitre et le garant. C'est le chef de la majorité. C'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité. Voilà. Donc, les Belges ont mis 2 ans avant de trouver un gouvernement. Les Allemands, quand on négocie... Oui, mais en France, personne ne veut travailler avec personne. Mais 8 mois... Le drame, il est là. Et c'est pourquoi la solution qui a été trouvée permet de sortir de cet écueil. Donc, et finalement, ça bénéficiera... Et de changer de culture politique aussi, vous allez dire? Mais c'est très bien, justement. Vous êtes optimiste, c'est pour ça que je pose la question. Oui, absolument. Il faut que les politiciens, les politiques français puissent changer leur logiciel. Nous ne sommes plus dans la logique du passé. Là, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Et par conséquent, où chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour que les choses... Et sorti de la logique de guerre, ça ne va pas durer. Exactement. Absolument. Une dernière question qui n'appelle pas de réponse, mais que je pose comme ça sur la table. Est-ce que oui ou non, les Français se sont prononcés sur un programme lors des élections législatives? Non. Non. Bon, ok. Ah ben si, quand même. Non, mais ils se sont prononcés sur un programme. De le Front populaire. Sur trois programmes. Logiquement. C'est la réponse que Guy souhaitait avoir. Oui, c'est ce que je disais, l'esprit. Les Français, les Français n'ont donné la majorité à personne. Si on parlait de la Tunisie, c'est pas plus calme. Ni même au Platine. Là, c'est plus simple. C'est plus simple, vous voulez dire? Bon, écoutez. Vous avez peut-être raison d'ailleurs. Vous avez raison, sur la Tunisie, on va voir les doubles. Alors, le scrutin présidentiel en Tunisie qui aura lieu. Géométrie variable. Qui aura lieu le 6 octobre prochain. Guy, vous êtes très intéressé par ce qui se passe en Tunisie. Quand même. Mais complètement. Oui. Alors, en face du président sortant, ça va vous intéresser. Le président sortant, Kaïs Saïed, deux candidats autorisés, pas davantage. Je suis sur les 17 prétendants quand même. Alors, il y en a 2, Zouair Magzaoui et Ayachi Zamel, qui, c'est pas celui qui va y aller parce qu'il a été condamné cette semaine, pour la 2e fois d'ailleurs, à une peine d'emprisonnement. Alors, je vous plante le décor de cette élection, une opposition muselée, des opposants emprisonnés, un président sortant, Kaïs Saïed, qui a méthodiquement liquidé, il faut le dire, le processus démocratique et restauré, il faut même le dire, un système autocratique en Tunisie, sans compter la xénophobie décomplexée de ce président, Kaïs Saïed, qui n'hésite pas à désigner les migrants subsahariens comme une menace organisée contre les Tunisiens. C'est la version grand remplacement en Tunisie du président Kaïs Saïed. Voilà donc l'ambiance à la veille de cette présidentielle sans suspense. Alors Alfred, dans ces conditions, on se demande toujours à quoi ça sert de faire des élections. Alors Kaïs Saïed, effectivement, est arrivé au pouvoir en 2019 dans un grand élan populaire. Et dès le moment, d'ailleurs de l'élan révolutionnaire de 2011. Exactement. Donc il a capitalisé là-dessus. Sauf que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a eu de cesse que de détricoter tous les acquis de l'ère post-révolution de Jasmin de 2011, pour finalement se retrouver avec une constitution 2022 hyper-présidentialiste, ultra-présidentialiste, et puis il a supprimé toutes les institutions, comme vous l'avez rappelé, Francis. Et toutes les oppositions. Et toutes les oppositions, d'ailleurs. C'est là où est le paradoxe, parce que avant qu'il devienne président de Tunisie, il était professeur de droit constitutionnel comme quoi, un collègue. Et donc, vous voyez le paradoxe. Simplement, je crois qu'il a compris une chose, comme un peu tous les dirigeants africains. Et pas que. Mais non, mais là, on est en Afrique. Ah oui. Que tous les dirigeants africains, on est au Maghreb. N'est-ce pas, au Maghreb aussi. Et il a compris une chose, que le pouvoir qui marche, c'est un pouvoir fort. Et donc là, il a
concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Effectivement, on peut se dire... En rupture totale, d'ailleurs, avec les acquis de 2011. Hein, absolument, voilà. on est tout à fait d'accord. Et donc, la question qui est posée de savoir, est-ce que ça vaut encore le coup d'organiser l'élection présidentielle? Oui, Kais Saïed a besoin justement de cette onction démocratique, entre guillemets, populaire, naturellement, populaire, pour être conforté au fond. En laissant deux, j'allais dire, figurants se présenter. Et encore, il veut se donner effectivement ce semblant de démocratie. Mais on peut aller encore plus loin. Pourquoi justement, tout autour de lui, c'est le silence radio total, au Maghreb, en Afrique, en Europe, à travers le monde? Pourquoi tout le monde s'accommode justement de Kais Saïed? Ça, c'est la question à 1000 dinars tunisiens. Oui. Mais on sait effectivement que si les autres se taisent, c'est parce qu'il y a cette question migratoire qui se pose, et ça nous ramène à ce que vous évoquiez, mais le fait que les migrants subsahariens, qui sont nombreux en Tunisie, partaient par les côtes méditerranéennes de la Tunisie pour l'Europe. Et comme l'Italie et un certain nombre de pays ont investi des milliards là-dessus pour dire il faut nous les stopper, et on a vu effectivement une décrue, en tout cas en Italie, du nombre de migrants de 60 000 à 23 000. Donc ça fait qu'on s'en accommode. Mais qu'est-ce que ça va donner demain? Et là, ce sont des deals d'apprentis sorciers, quand même. N'est-ce pas? Sans être Nostradamus ou Madame Soleil comme Guy, je dirais, mais on n'est pas loin d'un autre coup d'État comme ça a été pour le cas de Ben Ali, Zine El Abidine, Ben Ali. D'accord. Oui, Guy. Oui, non, mais juste pour répondre, ensuite j'en viendrai au sujet. Je ne fais pas du Nostradamus, je ne fais pas de prévision, je n'analyse que des situations politiques. Mais alors, dans le cas de la Tunisie, vous voyez, moi je ne serais pas désagréable. Alfred a raison sur le fait que finalement ce président a une lecture très personnelle de la Constitution et de ce qui lui permet ce qui lui est permis de faire. Et c'est une tendance. Alors Alfred dit africaine, moi je dirais plutôt mondiale, c'est-à-dire qu'on a un peu partout autour de la planète, on a des pouvoirs qui se durcissent. La montée de certains pouvoirs autoritaires. Il y a je trouve une évolution assez inquiétante des démocraties, où qu'elles soient sur la surface de la Terre. Et ce qui me dérange le plus, donc sur le cas de la Tunisie, mais Alfred a dit beaucoup de choses intéressantes, donc je ne vais pas être redondant. Non, surtout pas. J'ai le sentiment, merci Francis, j'ai le sentiment que ce président, finalement, est traité de manière bienveillante par la communauté internationale parce qu'il lui sous-traite le sale boulot qu'il fait avec une dureté, et encore, je suis mesuré sur les termes, une dureté, j'ai envie de dire même une certaine cruauté. Oui, parce qu'au-delà des mots, il y a tous ces migrants qui sont abandonnés en plein désert. En plein désert, frappés, torturés, etc. Oui. Et donc, je trouve, pour moi, c'est vraiment le plus grand scandale, parce que le fait qu'il s'arrange avec la Constitution, je crois que maintenant, on va dire que s'arranger avec la Constitution, les règles démocratiques, ce n'est plus un domaine réservé aux présidents africains. Mais finalement, il s'achète. La différence, c'est que les peuples d'ailleurs descendent dans la rue quand il y a violation de la Constitution. Et si vous faites allusion à la France, on sait que c'est un peuple frondeur. Ne soyez pas amer comme ça. N'est-ce pas? Bon, ne soyez pas amer. Mais écoutez, alors pour le coup, je suis assez fier d'être un peu seul sur ce plateau à tenir ces positions. Non, mais restons en Tunisie. Restons en Tunisie, oui, écoutez. D'ailleurs, M. Jean-Paul Benoît, j'allais attirer votre attention, vous qui êtes avocat, sur ce regard de Amnesty International sur la situation actuellement en Tunisie. Je cite un extrait du rapport d'Amnesty. Les autorités tunisiennes ont intensifié leurs mesures de répression contre la liberté d'expression et d'association. Les opposants politiques se sont vus arrêtés, détenus et mis en examen pour des accusations de complot contre la sécurité de l'État, avec des vagues d'arrestations successives qui ont touché différents partis politiques, et des tribunaux sont instrumentalisés contre l'opposition politique. Je ne vous cite que ça. Tout à l'heure, je parlais d'un des deux candidats autorisés, il y a Zachi Zamel,
qui est donc candidat de l'opposition, de nouveau condamné cette semaine à 6 mois de prison, qui s'ajoute aux 20 mois de prison précédemment prononcés contre lui pour falsification de documents. Voilà. C'est la machine à éliminer les adversaires, quoi. Oui, non, moi j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit notre ami en premier, et le diagnostic d'Amnesty International, il est clair, il est net, tout le monde constate cette situation, sauf que personne n'en parle réellement et s'y oppose réellement. Et je trouve que l'Union européenne est beaucoup trop silencieuse sur ce sujet, parce que comme vous l'avez dit, toi aussi, le pouvoir tunisien sous-traite un certain nombre de dossiers, notamment sur l'immigration, que les Européens sont très heureux de ne pas avoir à traiter directement. Oui. Et comme en plus il y a une ambiance sur le problème de l'immigration, en Italie, en France, en Allemagne maintenant, et que toutes les frontières européennes sont remises en cause, enfin la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen est remise en cause. Tout le monde se satisfait de cette situation. Et moi, je suis très triste parce que ce pays, grâce à Bourguiba, était devenu, il y a des années, un pays moderne. Absolument. Où l'égalité homme-femme avait été actée dans le droit, et dans l'héritage, le mariage. Ouais. Donc c'est un pays moderne qui pouvait avoir... Mais c'est Ben Ali quand même que les Tunisiens ont chassé. Qui devait avoir une évolution apaisée et pouvait être un modèle. Bon, Ben Ali a commencé par au départ, il a été ouvert. Ensuite, c'est devenu une dictature. Et il avait une kleptocratie. Une kleptocratie, une corruption. Avec l'indulgence de la France, la bienveillance de la France. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, oui. Jusqu'au dernier moment. On a vu la bourde de Michel Agneau-Marie, qui était ministre des Affaires étrangères, vous allez le dire, qui avait proposé d'envoyer d'ailleurs des forces armées françaises pour contrer la révolution. Alors, ensuite, Marzouki, moi j'ai bien connu Marzouki, au départ il a été bien, et ensuite il y a eu une espèce de dérive, je le mets entre guillemets, islamiste, et là on est dans une dictature, c'est pas la peine de chercher les mots. On peut dire ça très clairement, oui, bien sûr. Et cette élection présidentielle est un simulacre. Alors, quelle va être la participation? Ça c'est intéressant. Alors, il y aura les chiffres officiels et la réalité. Exactement. Donc, moi, c'est une question qui se pose parce que Kais Saïed a quand même réussi une chose, c'est à diviser le pays. Ouais. Alors, vous avez d'un côté la nostalgique de la dictature de Ben Ali, qui aujourd'hui soutiennent Kais Saïed, qui sont des partisans d'un pouvoir fort. Vous avez de l'autre côté ceux qui, évidemment, sont toujours attachés aux acquis de la révolution de 2011. Est-ce que cette situation peut se prolonger indéfiniment, Rudy? Parce que le pays est fracturé, c'est un avantage du pouvoir en place, de la dictature de Kais Saïed. Une situation quand même, si on prend acte aussi des réalités économiques du pays, le pays vit mal l'inflation, vous avez des denrées alimentaires qui sont en grande augmentation. Bon, peut-être que tout ça, ça va mettre aussi sur le coup du bilan du président, mais même si beaucoup d'États africains sont aussi touchés par ces réalités inflationnistes, notamment sur des denrées alimentaires. Mais voilà, il y a des pénuries aussi sur le plan alimentaire, des produits de première nécessité, du pain, des choses comme ça. Donc ça, c'est désastreux, surtout si la population ne parvient pas à se projeter dans un avenir plus radieux pour elle. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, et on peut très bien inviter aussi le président à revenir dans les aspirations qui étaient les siennes au départ, un pays effectivement qui est fondateur de beaucoup d'espoir, que ce soit à chaque fois qu'il y a eu un nouveau président qui arrivait avec des velléités concrètement démocratiques, etc., mais aussi parce que c'est en Tunisie qu'il y a eu le démarrage du bénéficier du souffle démocratique pour arabe. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est aussi le pays où a débuté le printemps arabe, à Sidi ou Zadi, ou c'est ça, je ne sais plus exactement, avec ce jeune homme qui s'était immolé par le feu, en totale détresse. Voilà, c'est ça, Bouazizi, merci de me reprendre là-dessus. Mais enfin, il y a quand même... quand vous regardez quand même comment les choses se passent au Sénégal, moi je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Voilà qu'arrive au pouvoir un président et son Premier ministre
quoique effectivement c'était le Premier ministre qui était à la tête Ouais. du mouvement, qui ont fait beaucoup de prisons et qui, à la faveur d'une mobilisation de la population, de tractation aussi avec la société civile, puis on va dire les forces représentatives les forces coutumières du pays, on est arrivé à une sorte d'arrangement. Moi, j'ai l'impression que ça donne en fait l'espoir que pour les pays qui étaient rentrés entre guillemets dans un processus démocratique, je mets le Maroc de côté évidemment puisque c'est une royauté, je pense que là il y a une sorte de cas d'école qui doit inspirer. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, il faut espérer, il faut porter des voix pour que le président Saïed, entre guillemets, révise ses positions. Oui, c'est difficile de changer ce genre de personnalité. Oui, c'est très compliqué, effectivement, pour qu'il change parce qu'il est vraiment engagé dans cette voie-là. Et d'ailleurs, quand on regarde, mais tu as commencé à l'évoquer, on met de côté le Maroc, mais si tu prends l'Algérie, c'était pareil. Oui, il y avait cet élan, exactement, et puis l'Irak était descendu dans la rue pour faire partir Abdelaziz Bouteflika, et puis même l'Égypte, la place voilà, Tahrir, tout à fait. Et il y a comme des reculs, exactement, des reculs. Yémen. Tout à fait, des reculs qui font effectivement que il y a des doutes. Alors moi, je parle avec beaucoup de Tunisiens ici en France, mais ils sont complètement dépités parce qu'ils disent, mais au fond, désespérés complètement parce qu'ils avaient placé beaucoup d'espoir en Kais Saïed. Et malheureusement, il les a déçus. Si on ajoute encore la crise économique et tout cela, ça fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais, donc c'est un recul démocratique provisoire, selon vous? Je l'espère, hein, je l'espère vraiment pour la Tunisie. Mais vous voyez ce qu'il il est en train de faire là. C'est ce que Ibrahim aurait fait au Burkina Faso en emprisonnant tout le monde, en supprimant la démocratie, l'opposition, etc. Non, heureusement, il avait été élu. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est simplement les méthodes, les pratiques sont les mêmes. Arrivé par les urnes, ayant profité du souffle démocratique et finalement en contournant donc les règles démocratiques. Exactement. D'accord. Moi, je voudrais juste vraiment noter, et j'insiste, sur l'état des démocraties dans le monde. On a parlé du printemps arabe. Bah oui, quand vous regardez le printemps arabe, ce souffle qui soufflait un peu partout dans le monde, cet espoir que la démocratie allait naître un peu partout dans des pays qui avaient des traditions beaucoup plus autoritaires. Et que quand vous regardez cette époque-là et que vous regardez aujourd'hui, c'est consternant. Je veux dire, ça invite même à pleurer. Et la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que ce qui se passe en Tunisie est tout simplement... il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se passe en Tunisie, notamment quand on parle de la façon dont ils traitent les subsahariens, les Noirs. Il n'y a pas de mots Et ce qui est assourdissant, c'est le silence ambiant. Où est la communauté internationale? Non, mais c'est vrai, on parlait de... L'agenda de cette communauté est très lourd, déjà. Mais quand on parle... Parce qu'on parlait tout à l'heure... l'impuissance internationale de l'ONU. Un exemple, j'y reviens, j'insiste, parce que j'y reviens, j'insiste. La France est un pays qui a des liens extrêmement privilégiés avec la Tunisie, avec une forte diaspora, avec des personnalités françaises qui sont nées en Tunisie, pour beaucoup, etc. Donc il y a des liens extrêmement forts. Où est la voix de la France pour dénoncer ce qui se passe en Tunisie? Absente, complètement absente. Et ça s'inscrit, je le redis, et j'en terminerai par là, par cette espèce tout à l'heure, de vent on le disait, la France a raté le coche pendant la Révolution de 2011. Mais elle loupe le coche partout. Parce que comment vous pouvez critiquer la Tunisie, vous pouvez critiquer la Tunisie et ne pas critiquer ce qui se passe en Guinée, par exemple. Oui. Non, mais on le critique aussi. Non, mais il y a 2 journalistes qui sont partis. Non, mais pour la Tunisie, moi je reviens à mon propos, c'est d'autant plus préoccupant et triste
que ce pays avait tous les atouts Mais absolument. pour devenir un modèle Tout à fait, oui. parmi les pays du Maghreb était montré et comme le construire modèle. une démocratie équilibrée. Et Bourguiba avait un discours laïque au bon sens. C'était le du terme. modèle et le pionnier pour le Voilà, donc ce qu'on je appelle les dis c'est printemps un arabes. gâchis total. Tout à fait. Et c'est ce qui est très préoccupant. Et en plus, les relations avec la France étaient des relations très transparentes, très ouvertes. Mais là, on arrive à une espèce d'impasse et de... Rudy, vous le disiez, hein, la situation économique est quand même très difficile en Tunisie. En plus, il a mal Et on géré. voit d'ailleurs les chiffres de l'émigration des jeunes Tunisiens, ça explose complètement. Il a mal géré. L'immigration est devenue la voie de salut pour la plupart, enfin pour beaucoup de jeunes Tunisiens en ce moment, Non, mais- et notamment ceux qui arrivent en France. Il y a parfois des dictatures prennent- qui ont des résultats Ceux qui économiques. prennent, Lui, il n'a même pas de le résultats chemin de économiques. l'Europe. Financiers. Ouais, Pas ils des sont voies très très mal difficiles, la gérés. Méditerranée. Oui. Très mal géré. dangereuses et Mais c'est périlleuses. presque... Moi, je suis très... Non, et puis finalement, ça nous met aussi face à la nécessité des États africains à avancer vraiment d'une manière déterminée sur le développement économique, enfin, je ne dirais pas du continent, puisque si on prend l'Afrique anglophone, ils se débrouillent d'une autre manière. Mais Kenya. pour se préparer face aux évolutions démographiques. On rappelle que en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde, donc ça pose C'est un vrai sujet. des vrais défis Et pour en l'Europe, matière, c'est un en vrai matière de sujet. développement économique, d'éducation, de santé, etc. En On tout cas, en moi, à parle chaque pas. fois que j'en ai l'opportunité, je Pas assez. le dis. Et puis voilà, après, l'important, c'est de poser sur la table une alerte, des propositions. Mais ce n'est pas nous qui sommes aux affaires, voire même une proposition même d'œuvrer dans ce sens si les États sont ouverts à la question. Cap sur les États-Unis à présent, avec la présidentielle. Le compte à rebours a donc commencé. Les opérations se déroulent déjà dans certains États. Les opérations électorales de vote se déroulent dans certains pays, dans certains États du pays, pardon. Pendant que la campagne se poursuit, alors on le sait, Trump a une fois encore décliné une invitation de Kamala Harris pour un nouveau débat, pour un deuxième débat. Et à présent, c'est la bataille des programmes, notamment économiques, entre les deux grands candidats. Alors, les pronostics sont toujours incertains, même si dans les derniers sondages, l'écart semble se creuser entre Kamala Harris et Donald Trump en faveur de Kamala Harris au niveau national. On donne, par exemple, au dernier sondage, on a 47% pour Kamala Harris contre 40% pour Trump en ce qui concerne le vote populaire. Est-ce que des surprises sont encore possibles? Oui, Jean-Paul Delevoye. dans un scrutin démocratique, tant que le résultat n'est pas connu, des surprises peuvent toujours arriver. Comme Et- dirait M. de la Palisse, Comme dirait M. de la Palisse et tous les constitutionnalistes. n'est-ce pas? De temps en temps, pour être Donc, moi, je ne fais pas de pronostic. Je constate effectivement que dans les votes populaires, Kamala Harris creuse l'écart, que Donald Trump a quand même refusé un deuxième débat avec elle, et que Biden l'associe maintenant, lors de sa réunion avec Zelensky, l'a associé à la décision d'accorder 8 milliards supplémentaires à l'Ukraine. Et on voit que Biden et Kamala Harris sont très prudents, même s'ils continuent à soutenir Israël, mais font des appels constants à la paix pour essayer de désamorcer les critiques que Trump ne va pas manquer d'émettre à l'égard de ce tandem. Moi, je ne sais pas ce qui peut se passer, d'autant plus que même quand il y a des votes populaires très importants, on l'a vu pour Hillary Clinton, avec le système des délégués, on peut avoir un résultat qui est le contraire, ou en tout cas qui n'est pas le même que celui que donne le vote populaire. Et en plus, les Américains commencent déjà à voter. C'est un système très particulier. Oui. Donc moi, je ne fais pas de pronostic, tout est possible. Je ne souhaite pas que Trump soit réélu. Je peux prendre une position, je pense. Alors, il dit quasi votre candidat Donald Trump. En exagérant. La campagne devient un peu plus difficile qu'il n'aurait pensé s'il y avait eu Biden en face de lui. Ouais, C'est intéressant de le penser comme ça, dans la mesure Non, c'est où, une question. Oui, enfin, elle est quand même un peu orientée. C'est intéressant de le poser comme ça, si vous le voulez,
dans la mesure où effectivement Joe Biden montrait son affaiblissement. La dernière fois, quand on était ici, on avait parlé aussi de son état de santé, le bilan santé. Mais sa femme avait dit qu'il allait bien. Ouais, ce qui est très bizarre, puisque des médecins spécialistes en tout ce qui est sur le plan cardiovasculaire, etc., démontraient que parfois sa posture laissait démontrer qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Et ce qui pouvait profiter à Trump. Finalement, entre guillemets, cette opportunité de figurer peut-être un peu mieux face à un candidat qui est à peine plus... Mais là, c'était avant. C'était avant, ça. Et donc là, remplacé évidemment par Kamala Harris, qui du coup a gagné des points dans les sondages depuis alors qu'avant, elle était assez décriée même dans son camp. Oui, ça a changé complètement le visage de la campagne, d'accord. C'est ça, en fait, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à voter pour Biden se sont déportés vers elle parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, c'est la candidate. Mais il ne manque pas d'argument de Donald Trump, parce qu'un de ses derniers arguments, c'est de dire à ses électeurs que c'est la dernière fois qu'il va se présenter aux élections. Bon, on s'en doutait un peu, mais dans le discours de Trump, ça signifie que c'est le vote de la dernière chance pour les États-Unis, c'est le vote du salut, quoi, puisque en dehors de lui, évidemment, c'est le chaos. Après, tout ça sur un ton très messianique, parce qu'il faut considérer que c'est ça. Après, pour compléter, il y a eu les tentatives d'attentat qui peut-être donnaient l'impression que ça lui donnerait un élan, voire limite que ça lui ouvrirait le champ vers Washington, deux tentatives. Et maintenant, il accuse l'Iran de vouloir organiser des attentats contre lui. On a l'impression que finalement, ça devient pour lui une sorte de... C'est toujours plus dans la surenchère. Ils ont, entre l'Iran et les États-Unis... les antagonismes ne datent pas d'aujourd'hui, mais en tout cas sur la campagne même de Donald Trump, moi je la trouve étonnante. J'ai l'impression qu'il veut changer un peu le ton par rapport à ce qui nous a habitués. Si on reprend le premier, éventuellement le dernier débat avec Kamala Harris, où il essayait d'afficher une espèce de tranquillité pour ne pas donner l'impression de son côté outrancier. Mais en même temps, c'était contre-productif parce que parfois il faisait des déclarations qui étaient... totalement ubuesque, ce qui donne à démontrer que soit en fait il n'a pas suivi les éléments de langage que son équipe lui a donnés, ou soit il était dans une position un peu contre-intuitive, c'est-à-dire essayer, parce qu'il a quand même essayé de calmer sa posture, il ne s'emportait pas particulièrement à chaque fois Kamala Harris, qui du coup jouait le même jeu que lui d'aller au front. Mais même dans sa façon de se gérer, de temps en temps, il craquait un peu, il s'énervait un petit peu. Bon, maintenant, on parlait du vote populaire. On va faire le tour. Oui, je conclus là-dessus en deux, trois phrases. Maintenant, est-ce que le débat ou bien les déclarations des uns et des autres, c'est ce qui va forcément faire l'élection des États-Unis? Vous savez très bien que c'est un électorat qui est assez versatile et comme vous le disiez très bien, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et d'autant plus que, par exemple, si on prend le cas de Kamala Harris, certes, elle a le soutien populaire, mais vous savez, dans la communauté afro, elle n'est pas 100% appréciée non plus. Même Trump, en 2016, il avait gagné plus de points dans la communauté afro. Donc, il faut faire attention aux caricatures. Mais c'est un sujet à part entière que vous évoquez. Les caricatures, ce n'est pas ce qui fait l'élection aux États-Unis. Non, mais c'est évident. Mais c'est un sujet en soi. Guy, rapidement, on arrive bientôt à la fin de l'émission, en une minute. Effectivement, je vais essayer d'être bref. Vu la campagne particulière qui va être menée, donc il y a quand même, il n'y a pas de débat plus que ça. Je pense que l'élection va se jouer sur la capacité des deux candidats à mobiliser dans leur camp. Et c'est pour ça que je pense que Kamala Harris n'a pas forcément gagné, parce que si je compare... Ça, elle n'a pas gagné, puisque l'élection n'a pas eu lieu. Contrairement à ce que disent les sondages, Rudy, vous avez parlé pendant 10 minutes, si je peux juste avoir 30 secondes. C'est pas à vous que je parle. Contrairement à ce que disent les sondages, Kamala Harris ne fait pas le plein de voix dans son camp. Et quand je compare Kamala Harris, par exemple, à Barack Obama, il faisait le plein de voix dans la communauté, on va dire, dans les minorités, les Noirs, etc. Ce qui n'est pas encore complètement le cas de Kamala Harris. Pour des questions sur lesquelles a joué Donald Trump, intelligemment, sa double appartenance, etc. Mais aussi pour des questions politiques, je ne suis pas sûr, contrairement à vous, Maître, que la gestion du conflit israélo-palestinien par l'équipe actuelle n'ait pas créé plus de problèmes que ça dans l'électorat démocrate, notamment auprès des jeunes et des jeunes qui ont manifesté. C'est un sujet en soi également. Oui. Non, mais moi je vais être bref. Oui, c'est votre conclusion d'ailleurs. N'est-ce pas? Voilà.
l'équiprobabilité de la victoire de l'un ou de l'autre demeure. Même si, quand on regarde la compilation des sondages depuis un certain temps, la tendance est vers une légère avance, un léger avantage pour Kamala Harris. Et je pense que Donald Trump a raté sa campagne cette fois-ci, ce qui fait que vers la fin, il tend vers cette outrance, cette exagération, mais quand on pose la question, quand on pose la question aux spécialistes américains ou quand des spécialistes américains interviennent là-dessus, je prends Ron Bronstein par exemple, qui est une des références. C'est très clair que Donald Trump est en perte de vitesse malgré tout ce qu'on peut voir dans les campagnes. Là, en fait, il prêche les convertis et les convaincus. C'est la fin de l'émission. Merci, merci beaucoup Alfred Changolo-Okoro, merci Jean-Paul Benoît, merci Guy Debal et merci Rudy Kazi-Matsika. Merci d'être venu. Merci François. On se dit à la prochaine. De toute façon, on aura l'occasion évidemment de reparler de cette élection présidentielle puisqu'on est à 45 jours maintenant de l'élection. Ça va aller très vite. Merci à toute l'équipe de technique de Global Africa Télé Sud. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.